les plus dramatiques, où ça ne pouvait pas être ça la solution. Mais ce qu'on voulait attirer l'attention, c'est que dans le cœur de notre intervention, en fait, se fait auprès des familles, auprès des parents, auprès du réseau social de ces gens. C'est une augmentation dans toute la province au niveau des signalements de déficit. C'est beaucoup autour de Montréal. C'est déjà une particularité lavalloise qu'il y a une augmentation rapide des familles avec de jeunes enfants. Et ces gens-là, ils n'arrivent pas ici avec tout un réseau social établi. Et il y a un facteur là-dedans aussi qui confronte beaucoup la région de Laval, c'est qu'il y a beaucoup d'immigration récente. Donc, c'est des gens qui ont encore moins de réseau social, en plus, souvent des problèmes de communication. Écoutez, mon expérience de 33 ans et 3/4 avec la protection de la jeunesse et plusieurs psychologues est à l'effet que ce n'est pas un monde d'intervenants homogène. D'abord, c'est un monde principalement féminin, où, avant de parler de narcissisme, on va parler d'intervenantes extrêmement problématiques. Il y a des intervenantes sociales qui sont des perles. Malheureusement, je crains qu'elles soient minoritaires parmi leurs congénères. Tout à fait. La majorité des intervenantes font preuve, sont porteuses soit de conflits intrapsychiques personnels majeurs et sévères, qui pourraient tendre à porter des diagnostics de perversion narcissique et accompagnés souvent et régulièrement d'un manque de jugement épouvantable. Élevé à l'intérieur d'une culture où le jugement féminin n'est jamais remis en question et devrait l'être. Alors, je me tais à ce stade-ci. Écoutez, je vous remarquer que je vous ai eu une lettre d'un homme, hein, monsieur Corbayou. C'était Stéphane Clavel. C'est correct, mais j'entends ce que votre point de vue, puis c'est vrai que c'est majoritairement féminin. Quel est le pourcentage d'hommes parmi les intervenantes sociales au Québec et quel est le pourcentage d'hommes parmi les psychologues du Québec? Non, mais j'adhère avec vous. Vous avez raison là-dessus. C'est mieux plus à 90 Écoutez, j'avais une autre question. Quelques hommes qu'il y a dans ces milieux-là sont féminisés, c'est-à-dire qu'ils ont épousé à leur insu un modèle féminin d'interagir. OK. Maintenant, Dr Mailloux, qu'est-ce que vous me dites à propos d'une personne, qu'un agent de la DPJ qui lui demande si vous voulez vraiment continuer à voir votre fils qui était placé dans un centre de jeunesse, d'aller chercher un certificat d'un psychiatre comme quoi vous êtes de Saint-Esprit? Oui, ça c'est correct. Jusque-là, parce qu'il peut y avoir des parents qui sont atteints d'une maladie mentale importante. Mais s'il n'y a aucun motif... Mais s'il n'y a aucun motif, la dame, elle était vraiment, vraisemblablement, elle était excellente, quoi. Mais attends un peu. Si elle n'a pas, et je fais ça assez régulièrement, si elle n'a pas de maladie mentale, le certificat devient important. Okay. Elle n'en a pas. Ça confirme sa santé et ça élimine toute une problématique. Oui, mais si l'intervention en partant, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de fait, il n'y a rien, et que là, on en cherche. Est-ce que c'est pas pour la baisser? On en invente. Oui. Ah ben oui, écoutez, si vous me demandez, est-ce qu'on utilise encore la psychiatrie en 2013 à des fins de dénigrement, de déstabilisation? Mais oui, je l'ai écrit encore tout récemment, il y a 2 mois, dans un rapport, que là, dans ce cas-là, on avait utilisé la psychiatrie pour dénigrer une personne. Et ça peut même aller jusqu'à demander... C'est moins fréquent que c'était, mais c'est encore en jeu, ben oui. Okay. Oui. Ça peut même aller jusqu'à demander 3 rapports psychiatriques pour la même personne, je crois. Hein? Oui. Si les résultats des 2 premiers satisfont pas... Je suis indiqué dans des cas, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Et à quelle enseigne, les amis, que je vais vous donner les couleurs tout de suite, c'est que depuis 20 ans au moins, je suggère l'extermination de la protection de la jeunesse. Et que les services de protection des enfants, des adultes et des vieillards, ou que la violence aux enfants, adultes et vieillards soit confiée aux services policiers qui, eux,
s'adjoindront travailleuses sociales et psychologues au besoin. Psychoéducateur aussi, Dr Mailloux. Pardon? Psychoéducateur aussi. Oui. Les intervenants. Oui, c'est ça. Écoutez, Dr Mailloux, j'avais une question pour vous. Les orthopédagogues, puis les orthophonistes. Puis... Ben ça, c'est plus niveau scolaire. Niveau développemental, je vous dirais, là, en tout cas... Bonjour. Docteur, vous savez qu'on anime une émission contre les abus de pouvoir, les abus de l'autorité. Et j'aurais une question pour vous avant de vous passer Madame Chantal Minou qui va vous questionner sur, je pense, 2 aspects. La première question que j'aimerais bien vous poser, docteur, est-ce que vous croyez que des intervenants de la direction de la protection de la jeunesse, peuvent avoir des comportements similaires à des pervers narcissiques et même de psychopathes? Vous savez, je ne pense pas que parmi les intervenants de la DPJ, il y a plus de psychopathes ou de pervers narcissiques que dans n'importe quel autre milieu ou dans la population générale. Excellent, c'est très bien dit. Je crois que s'ils se comportent quelquefois comme des caïds, c'est parce que énormément de pouvoir leur est légué par la loi. Par la loi de la protection de la jeunesse. Alors, s'ils jouent des fois au caïd, ce n'est pas, à mon avis, dû à leur personnalité, mais plutôt à cet état de fait qu'ils sont des représentants et ils sont habités d'énormément de pouvoir, beaucoup plus qu'ils devraient probablement en avoir. Mais ce pouvoir-là, docteur, il n'y a pas de limite pour ces gens-là? Il n'y a pas de limite. Ben, vous savez, la loi de la protection de la jeunesse est certainement une bonne loi. Mais elle donne aux praticiens de la DPJ, elle donne un double mandat. Le mandat de protéger et le mandat d'enquêter. Oui. Et cela en même temps. La combinaison de ces 2 mandats amène très souvent beaucoup de dérapages. Parce que comment peut-on, en même temps, avoir le mandat de protéger et d'enquêter? Si, par exemple, un tel praticien pose un geste, par exemple, il entre dans une maison où il y a une allégation, disons, de maltraitance. Il entre dans cette maison et il dit au monsieur, « Monsieur, pouvez-vous vous en aller pour quelque temps, le temps de l'enquête ?» Alors, comment par la suite est-ce que ce praticien peut-il encore être objectif, puisqu'il a déjà agi en fonction d'une hypothèse, en fonction qu'il y a probablement maltraitance. Alors, je pense que le problème est là. Évidemment, par les gens, c'est vu cela comme étant quelque chose de gros et de grave, d'un abus de pouvoir même. Et ça n'est un en quelque sorte. Mais la loi, malheureusement, elle est ainsi faite. Je crois que c'est à cause du fait que cette loi donne un pouvoir. Vous savez, là où il y a du pouvoir, il y a facilement de dérapage. S'il y a du pouvoir, il y a des abus de pouvoir. Presque toujours. Et ça prend des garde-fous extrêmement étanches pour qu'une personne qui a du pouvoir n'en abuse pas un peu ou en profite pas un peu. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit une question de personnalité de ces gens-là. N'oublions pas que souvent ce sont des gens qui ont seulement un diplôme du cégep, ce sont des techniciens. Exactement, oui. Ils ne font pas partie d'un ordre. Ils ne sont donc jamais vraiment contrôlés par un ordre. Un ordre professionnel, normalement, est là pour protéger le public. Ces gens-là, ces travailleurs, souvent, ne sont pas imputables parce qu'ils ne font pas partie d'un ordre. Et ils ont ce fantastique parapluie qui les dédouane tout le temps, qui fait qu'ils travaillent, soi-disant, au nom de la protection des enfants. C'est-à-dire, ce sont des gens qui constamment sont en train de sniffer partout pour voir s'il n'y a pas une maltraitance d'un style ou d'un autre. Oui. Donc, ils sont pris eux-mêmes, et je le répète, ils sont pris par un double mandat qui leur enlève souvent leur objectivité. Et c'est ça qui est perçu par les autres comme étant du caïdage. Ils sont difficilement objectifs. Voyez-vous un policier,
qui doit faire une enquête. Un policier, il fait une enquête à charge et à décharge. C'est-à-dire, il commence par... il travaille avec une hypothèse complètement nulle et il se laisse guider par ce qu'il va trouver. S'il trouve des indices qu'un individu n'est pas coupable, eh ben, il va tirer la conclusion, il n'est pas coupable. Exact. S'il trouve des indices que l'individu est coupable, il va conclure qu'il est coupable. Tout à fait, oui. Le travailleur, le praticien de la DPJ n'est pas dans une situation comme ça. Il est dans une situation où il doit, au départ, présumer qu'il y a maltraitance. Alors, c'est grave. Alors, quelqu'un qui commence une enquête avec l'idée préconçue qu'il y a maltraitance, tout à fait, oui. Il va tout faire, y inclut de la manipulation, pour prouver son point. Effectivement, 1,5 million de dollars, c'est beaucoup d'argent pour une piscine. On comprend bien sûr qu'il y a des frais, par exemple, pour le drainage, parce que le terrain où il a fait la piscine, il fallait le drainer, etc. N'empêche, ça représente beaucoup d'argent pour un équipement qui, au bout du compte, reste une piscine et un genre de cabane, si on veut, où les gens peuvent se changer. Alors, évidemment, des réactions à ça, il y en a depuis hier et aujourd'hui. La ministre, Mme Véronique Yvon, qui est ministre déléguée au service et à la protection de la jeunesse, a été interpellée là-dessus. Et elle-même dit, elle a posé des questions et elle-même s'interroge, trouve que c'est pas majeur. On peut écouter donc Mme Yvon là-dessus. J'ai déjà demandé des comptes, qu'on m'explique comment on a pu en arriver à une telle dépense. Et évidemment, ce qu'on m'explique, c'est que c'est de l'argent qui provient de la vente d'une installation sportive qui appartenait au centre jeunesse, qu'on a décidé de réinvestir en installation sportive et que les normes qui doivent être suivies sont les mêmes qu'une piscine publique. À savoir si c'est un montant qui est normal. Je vous répète que c'est un montant qui m'apparaît complètement anormal. Et voilà maintenant, Michel, que l'opposition demande la tête du directeur général. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un premier appel d'offres et les responsables, donc, de la maison de jeunes, Dominique Savio, ont trouvé ça trop cher. Ils ont séparé donc l'offre en deux et on est revenu avec un deuxième appel d'offres, à peu près encore une fois le même prix, ce qui a donné donc cette facture totale de 1 500 000 $. Et Sylvie Roy de la CAQ dit, écoutez, une fois, deux fois, si c'était pas correct la première fois, c'était pas mieux la deuxième fois et on n'aurait pas dû construire une piscine à ce prix-là. Et elle dit, il doit y avoir des têtes qui roulent. Les personnes qui ont pris ces décisions-là doivent être imputables. Donc, Sylvie Roy de la CAQ. Une piscine à 1 500 000 $, ça prend pas la tête à Papineau pour se dire que c'est bien trop cher pour la DPJ. Est-ce qu'il y a des têtes qui doivent rouler? Oui, pour une fois, là, je demande à Mme Yvon s'il y a quelqu'un qui a pris une mauvaise décision, qui en soit imputable. Pour une fois au Québec, ça ferait du bien. Voilà, donc des réactions. Il y aura d'autres réactions, bien sûr, au cours de la journée qu'on va recueillir. On se pousse avec vous, Michel. Merci. Merci, au revoir. Par exemple pour nous ce soir. Ben oui, Pierre, ce soir, donc, TVA Nouvelle a obtenu une copie du bon de commande qui a été placé pour aménager, et le voici, je vais vous le montrer, là, donc, ce document, donc, bon de commande pour aménager une pièce, une simple chambre au Centre jeunesse de Montréal, site Dominique Salvio. Facture, vous vous demandez combien? 60 000 $. Simplement pour aménager une chambre dans l'édifice. Et on se dit, bon, est-ce qu'il y avait des dépenses compliquées? Est-ce que c'était particulièrement difficile? Bien, quand on regarde la liste des travaux qui ont été effectués, on va vous montrer ça. Vous allez voir, on parle de démolition, cloison temporaire, cloison de 459 pieds carrés, la taille moyenne, donc la pièce, porte, cadre, quincaillerie, ragréage des murs existants, ça c'est les réparer, les couvre-planchers. On ajoute à ça des travaux ordinaires, Pierre, la peinture, gicleur, ventilation, électricité, alarme incendie et l'administration de tout ça. Donc, ça a coûté 60 000 $. J'ai parlé, moi, avec le Rampa Construction, c'est l'entreprise qui a fait ça. Il m'a dit, le propriétaire, M. Dubois, m'a dit, écoutez, c'est plus compliqué dans un centre jeunesse, mais de là à ce que ça coûte 60 000 $, on peut construire une maison pour 150 à 200 000 $. Alors, du côté des centres jeunesse, on n'a pas voulu commenter cette information-là. Je vous rappelle, vous le disiez, vous avez raison de le dire, Pierre, ça s'ajoute ça à des dépenses qui paraissent complètement exagérées. Hier, on vous révélait cette construction de ce parc Zen, donc dans un autre centre jeunesse à Montréal encore, pour 860 000 $. Et rappelez-vous qu'en juin, on avait révélé que ça avait coûté 1,5 million pour construire une piscine au même centre Dominique Savio, où il y a une pièce à 60 000 $, et qu'à la suite de ces révélations-là, l'UPAC a commencé à enquêter sur les dépenses dans les centres jeunesse, et même le ministre Stéphane Bédard avait dénoncé ça. Donc, visiblement, même si les sous sont rares et que les centres jeunesse ont parfois de la difficulté à joindre les deux bouts, quand il s'agit d'investissements
dans la construction d'édifices, il y a de l'argent et les dépenses sont extrêmement importantes. Vos bureaux, c'est pire les maisons neuves. C'est pas les prix meilleurs marchands en ville pour des espaces à bureaux. Il y a eu quand même une période où les loyers étaient plus modiques, effectivement. Mais donc, on a pu bénéficier de cette... Vous payez combien de pieds carrés ici? Je ne pourrais pas vous dire exactement. À peu près? Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Mais vous avez quelle superficie à peu près? Vous occupez quel espace? Je ne sais pas en termes de pieds carrés. Il faudrait que je vérifie ça. Les enfants en protection n'ont pas tout à fait droit au même luxe. Nous voici à Saint-Jérôme. Il s'agit d'un centre d'accueil. Les clôtures ont 15 pieds. Il y a même du barbelé par endroits. Avons-nous affaire à de dangereux criminels? Non. Ce sont des enfants de 6 à 12 ans qui ont tout simplement besoin d'aide et d'amour. Un enfant a besoin d'une famille d'accueil. Il n'y en a pas, alors on va dire placez-le en centre d'accueil. On nous demande, on nous commande, on exige qu'on fasse des compromis dans nos jugements pour rendre les jugements conformes aux ressources qui existent et non conformes aux besoins des enfants. Le système de la protection de la jeunesse, c'est eux qui livrent les services, qui jugent leurs services et qui fabriquent le scénario de théorie de cause pour la Cour. Alors, son juge est parti. Les juges donnent presque toujours raison à la DPJ. Personne ne peut se vanter d'une telle performance devant le tribunal. Oui, on peut dire qu'environ 9 décisions sur 10 vont dans le sens des recommandations qu'on fait à la Cour. Moi, j'ai l'impression, après 15 ans de travail, que placer un enfant, c'est comme rendu banal. Et il y a eu une rotation énorme d'intervenants dans les dossiers. On pouvait voir 3, 4, 5 intervenants dans une année, prendre les dossiers un après l'autre et faire le petit bout de chemin avec eux en perdant la vue d'ensemble de l'ordonnance. Et tout le monde jouait finalement à chaise musicale avec les dossiers. Ce qui s'est vécu dans les 10 dernières années d'un centre jeunesse, la création des centres jeunesse, la fusion des établissements a amené des mouvements de personnel, des changements de structure. Et que cette instabilité-là nuit à la qualité du travail qu'on a à faire. C'est que les gens des centres d'accueil ne connaissent pas leurs patients, leurs clients, leurs enfants, leurs adolescents. Ça, je l'ai vu, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Québec a interrompu complètement l'inspection et de la qualité des services dans les centres jeunesse, et ça depuis près de 2 ans. C'est une situation dénoncée par plusieurs, mais le gouvernement Charest assure que ce n'est qu'un arrêt temporaire. Après le scandale de mauvais traitement à Saint-Charles-Borromée, Philippe Couillard, ministre de la Santé, annonce que des visites d'appréciation de la qualité des services seront menées dans les CHSLD. 1 an plus tard, il élargit ses visites au centre jeunesse, où on aide 105 000 jeunes Québécois chaque année. Oui, c'est une très bonne chose. C'est un exercice qui est essentiel. De 2005 à 2008, des équipes formées de fonctionnaires, mais aussi de représentants d'organismes communautaires visitent les 16 centres jeunesse du Québec. Des visites de 2 jours qui permettent d'identifier, par exemple, qu'à Montréal, il y avait des problèmes avec la nourriture, qu'en Estrie, il n'y avait pas de plan de service individualisé et que sur la Côte-Nord, l'achalandage et la charge de travail étaient problématiques. Après avoir fait le tour des 16 centres, le gouvernement Charest a stoppé ces visites. Pourtant, elles devaient être permanentes. Mais depuis le 1er mai 2008, ça fait près de 2 ans, aucune visite n'a été menée. Et dans certaines régions, comme les Laurentides et l'Abitibi, la dernière visite remonte à 2005, une situation dénoncée par plusieurs. Je pense qu'il faut assurer un suivi assez serré et assez rapide de la qualité des services, ce qui ne s'est pas fait évidemment depuis quand même quelques années. Nous, on a des rapports de nos syndicats, on a des enquêtes internes qui nous démontrent qu'il y a des problèmes. Je ne crois pas que le gouvernement soit très pressé, qu'il y ait un nouveau constat de la situation, qui ne serait pas très élogieux, malheureusement. C'est déplorable parce que les centres jeunesse ont besoin des fois de faire voir où les choses ont à changer et nous-mêmes comme famille d'accueil. Ce qu'on attend présentement, c'est la rédaction du rapport pour les centres jeunesse. Par la suite, il y aura encore des visites d'appréciation. Il faut se donner le temps de faire les correctifs avant de reprendre les visites, selon la ministre. Avec le retour prévu d'ici début 2011, il n'y aura donc aucune visite dans les centres jeunesse en près de 3 ans. Alexis Deschênes, TVA Nouvelles, Québec.
Jeudi dernier, alors c'est une adolescente de 13 ans qui était dans un milieu fermé pour sa sécurité. Elle faisait, semble-t-il, beaucoup de fugues. Alors sa mère s'est adressée à l'hôpital Sainte-Justine pour qu'elle ait une évaluation. Après l'évaluation, elle venait d'arriver la veille dans ce centre jeunesse pour adolescentes à Laval. Et sur les images que vous allez voir, on est en train justement de modifier les fenêtres ou tout simplement le grillage moustiquaire. Parce qu'il faut que je vous explique que c'est 6 étages. Elle est au 4e étage, donc elle fait une chute de 10 mètres. Et dans chacune des fenêtres, il y a un grillage moustiquaire. Il paraît qu'à un moment donné, on m'a dit ça ce matin, il y a même une adolescente qui avait tenté de fuir ou passer à travers une fenêtre avec une chaise et c'est presque impossible. Dans ce cas-ci, ce qui se serait produit, c'est que les vis étaient rouillées. Donc, en cognant, elle voulait aller à la salle de bain. Elle était à la salle de bain et quand les adolescentes vont à cet endroit-là, elles peuvent être tout seules pendant quelques minutes. Alors, elle aurait réussi à défoncer le grillage moustiquaire et c'est là qu'elle est tombée de 10 mètres. Elle aurait pu se tuer. Elle a eu une fracture à la cheville, fracture aussi, semble-t-il, aux vertèbres. Vous voyez, c'est de cet endroit-là qu'elle est tombée jusqu'au sol. J'ai hâte de pouvoir pleurer ma fille à sa juste valeur. Le père de Rebecca Lévesque intente une poursuite civile d'un peu plus d'1 million de dollars en dommages et intérêts pour la mort de sa fille. Le directeur de la protection de la jeunesse, le centre jeunesse Chaudière-Appalaches et 5 employés qui ont été en contact avec l'adolescente dans les heures précédant sa mort sont visés. Des gens comme ça, il ne faut pas les couvrir parce que je considère qu'on couvre un crime dans ce temps-là. C'est un crime grave, c'est le décès d'un enfant. Rebecca Lévesque a succombé à une virulente infection du sang dans la nuit du 12 au 13 février 2011. Malgré une agonie de plusieurs heures, le personnel qui ne la prenait pas au sérieux ne l'a jamais conduite à l'hôpital. La poursuite réclame entre autres la somme de 250 000 $ pour les souffrances endurées par Rebecca avant sa mort. Prends pas la tête à Papineau pour te rendre compte. Directive, pas directive, quoi que ce soit, tu vois un enfant qui vomit, qui fait dans ses culottes, mais semble à l'eau, 1 + 1, ça fait 2, là, tu l'amènes à l'hôpital. Selon la poursuite, Rebecca s'est éteinte à petit feu dans un état de souffrance extrême, alors qu'elle aurait pu être aisément sauvée si les défendeurs avaient daigné s'occuper d'elle. C'est sûr que ces gens-là ont fait preuve d'un manque de jugement, de discernement. Ils n'ont pas leur place pour travailler dans un centre de jeunesse comme ça où on s'occupe d'enfants. Donc, l'organisme à l'enfant qui avait la garde donc, de ses enfants dans sa résidence privée de Sainte-Françoise, c'est un peu à l'ouest de Rimouski. Il le faisait quand même depuis plusieurs années. Donc, vous l'avez dit, il a été reconnu coupable de voies de fait armées sur donc 2 jeunes garçons, des événements survenus entre 2001 et 2005. Du côté du centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, évidemment qu'on veut éviter pareil drame. On veut surtout là, éviter de laisser des doutes dans l'esprit populaire. Il faut savoir que chaque année, le centre jeunesse confie la garde de près de 350 enfants à l'une de ses 130 familles d'accueil du Bas-Saint-Laurent. Voici la directrice générale du centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Son père réclame 1 million de dollars en dommages moraux. Le centre a présenté sa défense au dossier en attaquant de pied ferme Martin Lévesque. Il le décrit comme un homme qui n'a aucun intérêt pour sa fille, qui l'insultait et la dénigrait souvent. M. Lévesque a réagi à cette attaque en la qualifiant de lâche. Moi, c'est rien, là. Mais Rebecca, elle a laissé sa peau. Elle n'est plus là. Ce que je voyais ces gens-là se défendre de même, moi, je trouve ça triste. Quand la DPJ se fait critiquer habituellement, c'est pour avoir agi trop tard. Or, cette fois, une jeune mère accuse la DPJ d'avoir commis un excès de zèle. Elle s'est fait enlever son enfant 2 jours après son accouchement à l'hôpital Royal Victoria. Elle avait fait l'objet d'un signalement pour consommation de drogue. Une erreur, dit-elle. Anne-Louise Despatie. Kaya est née en janviie, mais sa chambre est restée vide jusqu'à la mi-février. On n'a pas dormi, on a pleuré. On ne pouvait pas rester ici. C'était trop silencieux. Les parents de 24 ans sont rentrés les mains vides à cause d'un test de dépistage de drogue qu'Isabelle Villeneuve a échoué. Un test fait la veille de son accouchement parce qu'elle avait admis avoir consommé du cannabis au tout début de sa grossesse. C'est donc la DPJ qui est partie de l'hôpital avec le bébé. On a vu notre petite fille partir dans un siège d'auto qui n'était pas celui-là qu'on avait pour elle. Le nouveau-né a passé 5 jours dans une famille d'accueil. Puis, la petite famille a pu être réunie à condition de vivre chez les parents du papa. L'autre grand-père essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Ici, j'ai les résultats de laboratoire de l'hôpital, qu'on voit que le 9 janvier, c'était positif en méthamphétamine et opiacés. Puis sur le même échantillon, un deuxième test fait le 11,
On le voit, je vois noir sur blanc, c'est négatif pour opiacés, négatif pour amphétamine. L'hôpital Royal Victoria n'a pas voulu commenter, mais dit avoir fait preuve de vigilance. Et la DPJ, elle, dit avoir agi en fonction du signalement donné par l'hôpital. On est vraiment dans une position délicate où nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Et puis, on fait notre travail du mieux qu'on peut avec l'information qu'on reçoit. Habitués au suivi de grossesses plus complexes, les intervenantes de la Maison Bleue trouvent que le cas de Kaya est extrême. C'est clair que ça prend pour séparer un bébé de sa maman à la naissance, surtout tant extraordinairement sensible, ça prend une force majeure. Il y a plein d'alternatives. Puis des fois, si ce n'est que de permettre au bébé de rester plus longtemps à l'hôpital. Même son de cloche de la part de ce médecin de famille qui dit qu'il faut voir plus loin que les tests de laboratoire. Ce qui est important de savoir, c'est surtout pour les méthamphétamines, il y a beaucoup de produits qui peuvent donner des faux positifs, plusieurs médicaments en vente libre ou prescrits. Même chose pour les opiacés. À la mi-février, après une analyse plus poussée sur les cheveux d'Isabelle, le dossier a été fermé par la DPJ. Mais elle a décidé de porter plainte contre l'hôpital Royal Victoria et contre les centres jeunesse de la famille Batcha. Moi, un test, mon enfant est pris moi. Ça n'a pas d'allure, il y a quelque chose qui a manqué. Aujourd'hui, Kaya a 2 mois. Ses parents désirent un autre enfant, mais avant, ils veulent rétablir les faits pour éviter de replonger dans un tel cauchemar. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. Avec nous, Madeleine Bérard, on l'a vu rapidement dans le reportage, vous êtes directrice de la protection de la jeunesse, donc au centre Batcha, qui est l'équivalent pour le secteur anglophone de la DPJ que les gens connaissent bien. Madame Bérard, est-ce qu'on n'a pas un exemple à sa face même d'un excès de zèle? Écoutez, c'est sûr que je ne peux pas répondre à ce qui s'est passé dans ce dossier-là en particulier. Je n'ai pas le droit d'en parler spécifiquement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est facile après les faits et à la lumière d'une certaine partie d'information de faire un jugement. Ce que je peux vous dire, c'est que notre façon de procéder, de façon générale, c'est qu'on ne cherche pas à placer les enfants si on n'a pas besoin de le faire. Parce qu'on a l'impression que enlever un enfant de sa mère à l'hôpital 2 jours après sa naissance, c'est l'équivalent de l'extrême, le moyen extrême, la bombe atomique. On ne veut pas utiliser ça. Or, on se dit, il n'y a qu'un petit test de cannabis. C'est difficile, encore une fois, à expliquer. Est-ce que c'est possible qu'il y ait, comme ça, des erreurs? Je vous dirais qu'on est aussi bon que l'information que nous recevons et que les signalements que nous recevons sont faits par des gens, autant de la population, des membres de la famille, des écoles, des policiers, que des centres hospitaliers, qui nous partagent leurs inquiétudes. Et à partir de ça, nous, on doit évaluer la situation au complet et on doit prendre en équilibre le degré de vulnérabilité d'un enfant, qui, évidemment, quand on a un nourrisson, il est plus vulnérable qu'un adolescent, par exemple. Aussi, si on regarde les faits qui nous sont rapportés, on doit regarder ça prendre en compte toute la situation de l'enfant et regarder qu'est-ce qu'il y a comme facteur de risque, facteur de protection, et regarder ce qu'il y a aussi comme ressources possibles alentour de cet enfant-là, quelle est la position des parents, comment ils se présentent à nous. Combien vous avez fait ça sur une année? Combien d'enfants, combien de nourrissons on retire comme ça? Très peu. Je vous dirais que c'est vraiment une mesure extraordinaire, comme vous le disiez vous-même. C'est quelque chose qui est très difficile autant pour l'enfant que pour le parent. On en est bien conscient. Et on le fait quand on a des inquiétudes quant à la sécurité de l'enfant. C'est une mesure d'urgence. Et si on ne peut pas trouver quelque chose d'alternatif, par exemple, garder l'enfant à l'hôpital un peu plus longtemps, le temps de vérifier de façon plus globale la situation, il y a des situations où on n'a pas le choix. Madame Bérard, c'est ma dernière question. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de doublement, triplement vérifier avant d'enlever l'enfant? Il a quand même passé 5 jours dans une famille d'accueil. On a remis cet enfant-là à cette famille-là et on a fermé le dossier. Donc, c'est à dire qu'on est peut-être allé un peu trop vite, quoi. Ce que je vous dirais, c'est quand on a un enfant de 2 jours qui est hyper vulnérable parce qu'il n'a aucun moyen de se protéger, nous, il faut qu'on regarde, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime en premier et c'est ce qu'on va regarder. Bon, alors en tout cas, la famille a des recours et vous pourrez peut-être un jour dire oui, dans ce cas-là, on s'est trompé. Ça peut arriver. On travaille avec l'information qu'on a. Merci, Mme Bérard. Merci. Au revoir. Louise Despatie, bonsoir. Bonsoir. On avait parlé de cette histoire absolument extraordinaire, dans le vrai sens du mot, peu ordinaire, d'une femme qui s'était fait enlever son bébé à l'hôpital au Royal Victoria parce qu'on soupçonnait qu'elle se droguait. Donc la DPJ avait retiré son bébé naissant. L'hôpital Royal Victoria est blâmé. Oui, en fait, c'est l'ombudsman de l'hôpital qui, après analyse de la plainte,
détermine que dans ce cas-ci, on aurait dû procéder à une deuxième analyse plus poussée, parce qu'il faut savoir que les tests faits à partir de prélèvements d'urine, les premiers tests, ne sont pas toujours très fiables. Ils peuvent être faussés par la prise de certains médicaments, notamment certains médicaments contre les brûlements d'estomac et les nausées. Et c'était le cas. Le personnel n'a pas tenu compte de ce manque de fiabilité des tests. Alors, pour éviter que ça se reproduise, l'Ombudsman demande des lignes directrices claires désormais, de la formation pour que le personnel use d'un peu plus de discernement avant de faire appel à la DPJ. Alors, Isabelle Villeneuve a toujours nié qu'elle n'avait pas pris de méthamphétamine et elle s'est même payé un test sur une mèche de cheveux qui est arrivé négatif de Toronto au mois d'avril. Alors aujourd'hui, Kaya, 4 mois et demi, est à la maison. Le dossier de DPJ est fermé. Comment s'appelle-t-elle? Kaya. Kaya, pardon. Et les parents veulent tourner la page. Le grand-père, par contre, n'oubliera pas cet excès de zèle là, qui a provoqué toute une tempête à l'arrivée du bébé. On les écoute donc, Isabelle Villeneuve et son père Daniel. Je peux rien changer de ce qui est arrivé. Je peux juste aider les autres, peut-être, en assurant que ça n'arrive plus, au moins montrer qu'il y a peut-être de l'abus de pouvoir et que je ne suis pas la seule à qui ça arrive, mais je suis peut-être la seule à qui a fait plainte. Tu aurais pu fumer un paquet de cigarettes par jour, accoucher, puis personne ne peut rien dire. Tout est beau. Mais Isabelle a avoué avoir fumé de la marijuana au début de sa grossesse, puis là, c'est la fin du monde, puis on dirait que la roue des préjugés s'est enclenchée, puis là, c'était un système qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Ça l'a dérapé. Daniel Villeneuve aurait bien aimé aussi que la DPJ, avant de placer l'enfant dans une famille d'accueil à sa sortie d'hôpital, voit avec les grands-parents s'il n'y avait pas possibilité d'arranger quelque chose. Puis souvenez-vous, les médecins qu'on avait vus qui s'occupent de mères qui ont certaines habitudes de consommation disaient que vraiment la séparation de la mère et du nouveau-né, c'est vraiment une mesure de dernier recours. On avait reçu donc les gens de Bradshaw, la DPJ pour le secteur anglophone. Elle ne s'était pas excusée, mais je pense qu'elle n'avait pas le droit de s'excuser, mais presque, disons. C'est toujours délicat. Suite, mais c'est important de revenir sur ces histoires-là. Merci beaucoup, Anne-Louise. Au revoir. On est réunis ici aujourd'hui pour célébrer collectivement et surtout fièrement ce 15e anniversaire de Vie universitaire en honorant tous ces bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui dont vous êtes. Alors ce soir, on souligne le 15e anniversaire à titre d'Institut universitaire au Centre jeunesse de Montréal. On est vraiment très fiers de souligner ces 15 années-là. 15 ans, c'est beaucoup de temps, mais c'est peu de temps aussi. C'est encore une jeune histoire. On est en train de construire, et nous avons construit depuis 15 ans, quelque chose de nouveau dans le secteur social, quelque chose d'extraordinaire. Le modèle universitaire, il existe en santé, mais dans le domaine social, on avait peu de modèles de référence. Alors, il a fallu inventer. Alors, c'est pas simple de prendre un chemin, mais que tu dois créer le chemin en même temps. Alors, on pense qu'on est vraiment en train de construire quelque chose de majeur où on associe les milieux scientifiques, les milieux universitaires aux milieux cliniques pour, bien sûr, développer des nouvelles connaissances, mais surtout pour mettre en application ces connaissances-là, mettre ces connaissances-là à profit pour améliorer le sort des enfants, le sort des familles. Moi, j'aime beaucoup la notion de co-développement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup insisté de développer un modèle quand on a travaillé en se disant, il n'y a pas d'un côté ce que les chercheurs connaissent, puis ce que les intervenants connaissent, puis qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Non, il y a l'idée qu'on essaie de se dire comment est-ce que les savoirs de l'un se conjuguent avec les savoirs de l'autre. Alors là, on est dans un milieu universitaire où, à partir même de nos expériences, on revoit nos savoirs et on travaille à mettre ça en place, et ce, au profit des enfants, des jeunes. C'est sûr que le clinicien ou la clinicienne, par son expérience, va apprendre beaucoup de choses sur le terrain et va emmagasiner ces choses-là, puis va ajuster ses connaissances en fonction de son expérience, ça c'est clair. Mais c'est un peu une boucle en rétroaction parce que son expérience va aussi mener à des découvertes, va mener à des progrès au niveau des traitements, au niveau des interventions sociales auprès des jeunes et de leurs familles, par exemple. Alors, c'est un tout. On a une culture universitaire bien intégrée dans une organisation quand chacune des personnes qui vient travailler au Centre jeunesse, dans les secteurs cliniques comme dans les secteurs non cliniques, vient en voulant contribuer à l'amélioration des pratiques, vient aussi en étant conscient
qu'ils vont avoir un rôle à jouer à l'égard de la recherche, de l'enseignement, de l'innovation. Ça fait partie du travail en centre jeunesse que de faire ça, et ça fait partie de ce qui stimule les gens à venir au centre jeunesse. Une véritable culture universitaire, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit universitaire, en quelque sorte, dans ce qui se fait? Et là, on va parler à la fois de la recherche et donc du questionnement qu'on a à l'égard de nos pratiques, de comment on veut contribuer dans le domaine de l'enseignement, comment on veut contribuer en revoyant nos pratiques. Hein? On parle de pratiques de pointe, on parle de pratiques innovantes. Donc, ça veut dire de prendre le temps de se re-questionner sur nos pratiques et d'aller vers des choses nouvelles en s'appuyant sur des travaux de recherche ou en s'appuyant aussi sur l'expérience au quotidien qui nous amène à se re-questionner. Au cours de ces 15 années-là, il y a un ensemble de réalisations qui ont été faites dans le cadre de la mission du Centre jeunesse pour intégrer justement cette dimension-là universitaire à la vie de l'organisation, à la vie clinique de l'organisation. On a notamment modifié nos façons de gérer l'établissement. On a développé des structures pour s'assurer que la recherche soit le fait de tout le monde, que les intervenants participent aux recherches, que les intervenants participent à l'enseignement. On a développé également des centres d'expertise, le centre d'expertise en maltraitance, le centre d'expertise en délinquance et en troubles de comportement. Donc, des centres d'expertise qui vont stimuler de nouvelles pratiques, des innovations dans notre secteur, qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de beaucoup mieux comprendre les problèmes qui affectent les jeunes et les familles. On est capable de mieux intervenir. Et je pense aussi qu'une des grandes réalisations à titre d'institut universitaire, c'est ce rapprochement-là avec les universités. On le voit ce soir dans le cadre de cet événement-là. Les gens des universités sont présents, les gens des universités sont intéressés à ce qu'on fait. Il y a de plus en plus de professeurs-chercheurs universitaires qui sont présents dans nos milieux de pratique, qui donc intéressent aussi des étudiants à la maîtrise, au doctorat, à des milieux tels que le nôtre. Et cette relation-là s'est construite considérablement au cours des 15 dernières années. Bien sûr, on doit prendre acte des défis encore immenses devant nous, mais pour l'heure, je pense qu'on doit surtout être très fiers du chemin parcouru et prendre quelques instants ensemble pour célébrer haut et fort ensemble les 15 ans de vie universitaire au Centre jeunesse de Montréal. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.